Philippe, bonjour. Bonjour Bruno. Tu travailles à la Caisse des dépôts et tu as un titre particulier. Oui, je suis à la mission Programme d'investissement d'avenir, dont je suis un des directeurs adjoints, et je m'occupe plus spécifiquement de l'économie numérique et du financement des entreprises. Alors tu es aussi un expert de la blockchain. Alors c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des experts de la blockchain, ou alors s'il y en a, on les compte sur les doigts d'une main. En revanche, je m'y intéresse depuis un peu plus d'1 an et demi, et nous avons monté avec une de mes collègues, Nadia Filali, une initiative de place qui réunit aujourd'hui une petite trentaine de partenaires, parmi lesquels la plupart des grandes banques françaises, des grandes sociétés d'assurance et des startups. Et notre objectif est à la fois très simple et très humble, c'est d'explorer toutes les potentialités et les menaces que peut faire peser la blockchain sur nos sociétés et nos entreprises dans les 5 à 6 ans qui viennent. Ah, justement, c'est quoi la blockchain et en même temps, c'est quoi l'impact sur les entreprises ? Alors, la blockchain, il faut bien comprendre au départ que c'est d'abord une expérimentation de taille mondiale. C'est même plusieurs expérimentations qui ont démarré à partir de 2008 et qui envisagent de regarder complètement différemment et d'opérer complètement différemment la manière dont nous effectuons des transactions, dont nous traçons ces transactions et dont nous les rendons auditables. En tant que telles, les premières applications qui ont démarré, c'était les crypto-monnaies, avec la plus connue d'entre elles, le Bitcoin. Et comme la blockchain est, dans ses nombreuses définitions, c'est notamment un registre totalement décentralisé qui contient toutes les transactions de manière sécurisée et immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les réécrire, on ne peut pas réécrire le passé. Du coup, on imagine que si ce système est ouvert, dans une chaîne de valeur dans laquelle vous avez plusieurs acteurs, le fait de disposer d'une base de données décentralisée dans laquelle n'importe qui peut auditer toutes les transactions et tout le passé permet de rendre beaucoup plus efficace un très grand nombre de mécanismes dans lesquels la traçabilité est en jeu. Donc il y a une notion de transparence et de crédibilité du passé au niveau des transactions. Absolument. C'est le cas pour les blockchains dites publiques, qui sont les plus connues et celles qui opèrent aujourd'hui. D'autres acteurs envisagent d'opérer des blockchains privées regroupant un petit nombre d'acteurs, un petit nombre d'entreprises sous forme de consortium. La grande question qui est encore aujourd'hui une question ouverte sera la manière dont on peut sécuriser ces transactions en évitant tout risque de réécriture ou de malversation. Il faut bien comprendre que la blockchain est née au départ fin 2008, quelques mois après la chute de Lehman Brothers, à un moment où la confiance n'avait jamais été aussi basse dans la capacité des humains à coopérer à large échelle, notamment dans leur système d'échange, de commerce et de transactions financières. Et d'une certaine manière, l'approche qu'a retenue Satoshi Nakamoto avec Bitcoin était de dire on ne peut pas faire confiance à l'humain pour 2 raisons. La première, c'est que l'humain se trompe, il peut faire des erreurs de calcul. La deuxième, c'est que l'humain, depuis qu'il fait société, a parfois tendance à se mettre d'accord avec quelques-uns dans le dos des autres et à du coup pouvoir les induire en erreur, voire les pousser à l'erreur. C'est sur ce principe-là de la sécurisation par des machines et de la vérification des transactions d'une manière impossible à opérer par un humain, que le projet qui était un petit peu libertaire, voire libertarien, de Satoshi Nakamoto s'est déployé de manière à pouvoir sécuriser n'importe quel type de transaction entre 2 individus qui ne se connaissent pas forcément et en passant par des intermédiaires qui ne sont que des machines. C'est un petit peu comme Internet à ses débuts. Quand je vous envoie de l'information via Internet, je ne sais pas par quelle machine cette information va transiter de bout en bout. L'important, c'est qu'elle arrive à destination. La blockchain, c'est un petit peu pareil, si ce n'est qu'au lieu d'être un véhicule de transmission d'informations, c'est un véhicule d'opération et de sécurisation des transactions. Alors, on parle que de transactions financières ou pas? Parce qu'on entend parler de la blockchain, par exemple, à primaire.org, pour les votes, à utiliser la blockchain. C'est là que c'est intéressant. C'est que, et il y a une autre analogie qui peut être parlante, si on veut bien saisir le sujet, c'est celle du SMS. Le SMS, au départ, c'est un protocole technique qui fait partie du protocole GSM, du protocole de la téléphonie mobile, et qui initialement était envisagé uniquement comme un moyen d'échanger des données techniques entre des mobiles et le réseau. Et puis le SMS, quand on s'est aperçu que dans les 160 caractères de texte qui étaient libres, on pouvait envoyer de l'information entre 2 personnes, ça a été l'avènement et l'explosion d'un tas de services qui ont permis aux opérateurs de gagner énormément d'argent et de développer énormément les usages. La blockchain, c'est un petit peu pareil. Dans chaque transaction, vous avez un champ de texte qui est assez réduit, mais qui est suffisamment grand pour que vous puissiez y stocker non pas un document, mais l'empreinte numérique infalsifiable, le hash,
de n'importe quel document ou contrat auquel vous faites référence. Et c'est pour ça que c'est devenu, dans la vision d'un certain nombre d'entreprises, un moyen de sécuriser des transactions qui lui sont extérieures, mais de pouvoir prouver qu'un jour donné, à une date donnée, Bruno et Philippe se sont mis d'accord sur un contrat, et que ce contrat il est opposable puisque l'empreinte numérique de ce contrat est infalsifiable. Par effet d'adjacence, on voit aussi des industriels s'intéresser au sujet. Dès lors qu'on a compris que les blockchains, et notamment les blockchains publiques, étaient des instruments de traçabilité dans des chaînes de valeur multi-acteurs et donc ouvertes, vous pouvez envisager de tracer le déplacement d'actifs matériels. Le cas le plus connu, ce sont les diamants, puisque chaque diamant est sérigraphié de manière unique, et donc vous pouvez suivre le changement de main d'un diamant tout au long de sa vie. Et vous pouvez notamment vous assurer que les diamants que vous êtes sur le point d'acheter ne sont pas des diamants du sang, ne sont pas passés par des intermédiaires qui, eux, étaient en difficulté vis-à-vis de la loi, et notamment de la loi sur, de tout le travail d'exploitation des enfants et des mines de diamants. Vous avez le même sujet dans la logistique industrielle sur les pièces détachées. Si vous pouvez vous assurer que chaque pièce détachée est décrite de manière unique et infalsifiable, grâce à une blockchain, vous pouvez à ce moment-là suivre tout son parcours de l'usine où elle est produite jusqu'à la voiture sur laquelle elle est montée. Et il y a des constructeurs automobiles aujourd'hui qui regardent comment justement garantir à leurs clients que les pièces détachées qui ont servi à réparer leur véhicule sont d'origine. Donc en fait, la blockchain, ça va modifier réellement toutes les strates de la vie entreprise et personnelle. Ça pourrait modifier toutes les strates de la vie de l'entreprise personnelle, parce que pour que ça arrive à maturité, il faut qu'un certain nombre de limites aujourd'hui rencontrées puissent être levées. Vous avez des limites de performance sur la blockchain publique la plus connue qui est celle de Bitcoin. Vous avez des limites en termes de réglementation. Les transactions sur une blockchain sont des transactions qui sont dupliquées et présentes sur des registres sur tous les ordinateurs qui participent au réseau, et ce dans le monde entier. Il faudra que le droit puisse reconnaître une transaction sur une blockchain comme ayant une valeur légale. Elle a une valeur technique et de sécurisation qui est très, très grande, puisque l'équivalent de milliards de dollars sont échangés tous les jours sur Bitcoin. Pour autant, ce dont il faut s'assurer, c'est que le droit commercial, le droit civil reconnaîtront la validité de contrats passés et enregistrés sur une blockchain. Vous avez d'autres limites dont on n'a pas le temps de parler là, mais dont je serais ravi de discuter avec les participants des sommets du digital. Et je pense que si vous voulez pas forcément tout savoir, mais mieux comprendre les enjeux de la blockchain, le meilleur moyen, c'est de venir au sommet du digital. Alors c'était la conclusion que je voulais amener à faire, c'est que tu vas partager toute cette expertise, toute cette connaissance et cet apprentissage que tu as de la blockchain avec tous nos participants au sommet du digital. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Bruno.